Je commencerai par la décrire. Elle était d'une taille au-dessus de la moyenne, mince et étonnamment gracieuse. À l'exception de l'extrême langueur de ses gestes, rien dans son aspect ne révélait qu'elle fût malade. Elle avait un teint éclatant et coloré, des traits menus, parfaitement modelés, de grands yeux noirs au vif éclat. Sa chevelure était magnifique. Jamais je n'ai vu de cheveux aussi épais, aussi longs que les siens, lorsqu'ils retombaient librement sur ses épaules. Je les ai bien souvent soulevés dans mes mains, et me suis émerveillé en riant de les trouver si lourds. Prodigieusement fins et soyeux, ils étaient d'un brun très sombre, très chaud, avec des reflets d'or. Quand elle était étendue sur sa chaise longue, dans sa chambre, me parlant de sa voix douce et basse, j'aimais les dénouer et les laisser tomber de tout leur poids, pour ensuite les enrouler autour de mes doigts, les natter, les étaler, jouer avec eux. Ciel, si j'avais su alors tout ce que je sais maintenant. La Hammer, ce studio légendaire ayant fait sa réputation avec des relectures hautes en couleurs, très hautes en couleurs sur la fin, de classiques de la littérature fantastique et bien mal en point à la fin des années 60. Toutes les valeurs sûres de la firme s'effritent. Le marché américain qui lui assure le gros de ses revenus se ferme de plus en plus avec le retrait de son distributeur là-bas, Warner, via la firme Seven Arts. L'équipe artistique et technique du studio est à bout de souffle. Fisher ne s'est jamais remis de son double accident. Christopher Lee joue les divas en se faisant prier pour reprendre le rôle de Dracula. Et le studio a déménagé des studios de Bray, où il a fait ses plus belles réussites historiques, vers Elstree, où il retrouvera jamais la splendeur qui a été la sienne jusqu'au milieu des années 60. Et au lieu de chercher à ouvrir les portes du studio à de jeunes réalisateurs, les producteurs vont puiser dans le vivier des soutiers de la télé britannique, ces réalisateurs de séries qui peuvent, le temps d'un tournage bref pour la Hammer, se transformer en metteurs en scène de cinéma. Ou alors en donnant une chance de réaliser à des habitués de la maison comme Jimmy Sangster, qui a été scénariste des plus grands succès de la firme et notamment des films de Fisher, et qui va s'improviser réalisateur le temps de 3 films pour la Hammer. Alors, sentant que le moment de prendre une retraite qu'il envisage sérieusement est peut-être venu, James Carreras va confier les clés de l'entreprise à son descendant, Michael, pour constituer une sorte de Hammer et fils pendant quelques années, pendant 2-3 ans. Le temps de mettre sur pied de maladroites tentatives de renouvellement cosmétique qui, en fait, ne s'éloignent pas des vieilles recettes. Alors, parmi les projets bancals, ce Vampire Lovers, de Roy Ward Baker, produit en 70, dont on va parler aujourd'hui. 70, c'est vraiment une année de panique pour le studio, dont la recherche du succès devient désespérée. Elle va tenter le tout pour le tout en produisant 6 films. Il y en aura presque autant l'année suivante, je crois. Et rien qu'en 1970, il y a 2 Dracula avec Christopher Lee qui vont sortir. L'idée de The Vampire Lovers ne vient pourtant pas de la compagnie. Ce sont les producteurs Harry Fine et Michael Stye qui vont la proposer à Carreras et fils, qui sentent la bonne affaire, puisque les vampires ont toujours été rentables et qui sont ici assaisonnés d'une bonne rasade de nudité et de violence. Violence d'autant plus épicée que la censure s'assouplit, puisqu'en juillet 70, en Angleterre, le classement X va être relevé de 16 à 18 ans. Et il manque plus qu'un metteur en scène, donc c'est Roy Ward Baker qui s'y colle. Baker a intégré l'écurie Hammer en 67, avec le bon film Les Monstres de l'espace, dont on avait parlé sur le train, Quatermass and the Pit. Baker, c'est un de ces réalisateurs que j'évoquais tout à l'heure, qui œuvre indistinctement au cinéma ou à la télé, qui réalise donc des épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir, des épisodes du Saint. Alors Ward Baker est partant pour le film, il n'est pas vraiment consentant pour négocier le virage tenté par la Hammer, et il se montre bien gêné de filmer les nombreuses scènes de nu du film. C'est bien embêtant parce que c'est tout de même la raison d'être du projet. Carreras a été anobli en 1969, période à laquelle il minimisait en vue de la suprême récompense l'aspect racoleur des films de la Hammer. Donc son précieux titre de Sir Michael Carreras acquis,
va pouvoir ouvrir les vannes. Donc c'est cette année 1970 et ce Vampire Lovers, dont s'il fallait illustrer une définition du terme cinéma d'exploitation, une photo d'Ingrid Pitt nue tirée de ce film me semblerait idéale. Du point de vue de l'exploitation, le film est une réussite puisqu'il va générer deux suites très rapides, tournées la même année, Lust for a Vampire et Countess Dracula, lui aussi avec Ingrid Pitt, qui marquera à la suite d'un différend sur le redoublage de sa voix dans ce film, la fin de sa brève carrière à la Hammer. Alors les deux films suivants, Lust for a Vampire et Countess Dracula, se défont de tout alibi culturel. Mais il y en a encore un dans Vampire Lovers, c'est celui de rendre justice à la fameuse Carmilla de Sheridan Le Fanu, récit fondateur du mythe vampirique dans la littérature fantastique. Le roman de Le Fanu se réduit presque à un huis clos, dans un château isolé, où une jeune fille, Laura, se retrouve prisonnière d'une relation de plus en plus exclusive avec cette Carmilla, une jeune femme confiée par hasard à son père. On comprend assez rapidement, d'autant plus qu'on lit cette histoire aujourd'hui à l'autre bout de presque un siècle de récits vampiriques, aussi bien dans la littérature qu'au cinéma, que Carmilla est en fait une enfant de la nuit, une immortelle, une vampire. Le court roman de Le Fanu est d'autant plus remarquable qu'il n'a plus aucun suspense pour nous aujourd'hui. Donc c'est évidemment le style et la qualité d'écriture qui nous accrochent encore. Et c'est évidemment la fascination de Laura pour Carmilla qui nous touche encore dans le récit. C'est raconté à la première personne, et à la limite, s'il y avait le style typique du 19e siècle, on pourrait être au contact d'un journal intime, voire d'un blog d'une adolescente d'aujourd'hui qui n'emploierait certainement pas les mêmes mots, mais qui éprouverait sans doute les mêmes sentiments que Laura vis-à-vis de Carmilla. La prospérité de Carmilla tient d'ailleurs beaucoup à la justesse avec laquelle Le Fanu a su traduire les sentiments et les personnalités de ses héroïnes par des images fantastiques. Images fantastiques qui sont une très juste représentation de ces relations très particulières, presque passionnelles, qu'on peut nouer à l'adolescence, avec une amie ou un ami, et pour laquelle l'amour, de l'amour ou de l'amitié, on ne sait pas vraiment quel nom convient le mieux. Donc Camilla, c'est cette âme sœur qui fascine, qui attire et qui repousse, qui enchante et qui agace, qui exalte et qui humilie, qui fait vivre et jusqu'à en faire mourir. Derrière l'image du vampire, c'est donc il y a aussi celle du double maléfique, un autre thème, autre grand thème de la littérature fantastique, le doppelganger. Et ce qui rend l'emprise de Carmilla si forte sur Laura, c'est qu'en fait Laura la désire, elle désire sa présence. Le Fanu insiste régulièrement sur la solitude de Laura, sur son envie d'une compagne qui serait comme elle, une autre elle-même en fait, avec qui elle aurait une complicité totale et qui la sortirait d'une solitude d'autant plus forte qu'elle est exacerbée par le lieu où elle vit. Cet immense château où Laura est isolée, le château étant lui-même perdu dans un paysage coupé de toute autre habitation humaine. Et, alors l'importance du décor et la manière dont il résonne avec les états d'âme des personnages, les humeurs de la narratrice-actrice du récit, c'est évidemment une expression du romantisme de Carmilla, le court roman. Tout comme la présence d'une ruine, qui est vraiment le motif romantique par excellence. Et cette ruine, c'est celle du château Karnstein, où vient dormir Carmilla. Ruine de château répondant à l'image du château où Laura vit. Donc là encore, il y a une image du double, encore la figure du double. Et il y a aussi des figures masculines qui sont organisées en double. C'est-à-dire qu'il y a le père de Laura qui veut la protéger et qui ne sait pas comment faire, et qui va être aidé par le général qui, lui, sait comment protéger Laura, mais l'a découvert au prix de
la vie de sa propre filleule, qu'il n'a donc, lui, pas su protéger. Et pour Carmilla la vampire, il n'y a pas de figure paternelle, mais il y a une sorte de mère impossible, puisqu'en fait Carmilla n'a pas d'âge, elle n'a pas l'âge de ses traits, et on ne saura jamais d'ailleurs cette mère, quel est son rôle exact, si c'est une servante de Carmilla, ou au contraire l'ordonnatrice de ses activités. Donc il y a un déséquilibre, et c'est là que se loge un déséquilibre dans ces images de double, c'est-à-dire que Laura a des pères efficients et Carmilla a une mère défaillante. Donc là, il y a sans doute la marque du 19e siècle sur les valeurs que Le Fanu, qui est à la fois bourgeois, irlandais, père de famille, et aussi veuf, inconsolable parce qu'il pense ne pas avoir su soigner sa femme. Donc consciemment ou pas, voilà, le roman accuse aussi son âge dans ses valeurs et à l'endroit où la différence est faite entre Laura et Carmilla. Mais la beauté du regard de Le Fanu, c'est que malgré le poids de ses conventions typiques de son époque, il ne va jamais désavouer l'amour que Carmilla éprouve pour ses victimes, qu'elle sait rendre consentantes, et chez qui en fait elle vient combler un vide affectif. Il écrit, dans la conclusion du roman, qui est une sorte de coda énumérant les caractéristiques du vampire, il est enclin à éprouver, à l'égard de certaines personnes, un attachement violent fort semblable à la passion amoureuse. Il semble alors aspirer à obtenir le consentement et à gagner la sympathie de sa proie, tandis qu'à l'ordinaire, il va droit au but. Alors à la Hammer, on a le sens des affaires. On n'est plus en 1870, on est en 1970. Donc les transports amoureux des vampires de Le Fanu sont surtout le prétexte à servir de la chair fraîche et de la fesse rebondie à l'œil humide du chaland venu prendre sa dose de Hammer classé X. Honnêtement, le seul intérêt du film reste encore aujourd'hui ces scènes déshabillées, jouées très naturellement par Ingrid Pitt, et filmées avec gêne par Roy Ward Baker, qui est toujours ravi de trouver telle lampe, telle colonne du montant d'un lit pour dissimuler le plus vite possible ce sein qu'il ne saurait voir et qu'on lui demande pourtant de filmer. Donc Roy Ward Baker en pilotage automatique. Donc il faut vraiment tout l'éclat aveuglant de l'aura british de la Hammer pour voir dans cet étalage racoleur de l'élégance ou pour lui trouver le moindre cachet visuel. Alors pour l'élégance, on peut citer cette auscultation impudique qui est l'occasion saisie par Baker pour immédiatement exposer un téton. Pour le cachet visuel, eh ben, le film il déborde de cadrage approximatif, de décors étriqués, de platitudes visuelles. La photographie est est absolument sans relief. Les accessoires posés, on a l'impression presque au hasard. Il y a un moment où, dans un dialogue entre deux personnages, on ne voit qu'un bouquet de fleurs jaune citron qui est posé pile entre les deux sur un rebord de fenêtre derrière. Personne n'a eu l'idée de soit de déplacer, soit de... Évidemment, il n'a aucune signification ni dans l'intrigue, ni dans le plan, ni pour ce qui se passe par la suite. Donc il n'y a là plus rien de la splendeur passée de la Hammer, les grandes heures des films si bien décorés. On pense que les maîtresses de Dracula ou les premiers Frankenstein est très très loin déjà en 1970. Presque rien en fait, sauf un prologue de toute beauté, fait d'un ralenti sur une silhouette entourée de voiles vaporeux qui dessine un monstre indéfinissable qui pose comme ça au début du film un moment de poésie vraiment éloquente, gracieuse, correspondant parfaitement au climat fantastique qu'on peut s'imaginer trouver dans une production Hammer. Et c'est un petit moment vite refermé qu'on ne retrouvera jamais par la suite.
Parce que tout le reste de The Vampire Lovers est écrasé par le poids des conventions qui sont devenues celles d'une Hammer à bout de souffle. Les perruques improbables des acteurs masculins qui sont censés les rajeunir, les pièces qui s'éclairent du sol au plafond dès qu'un personnage rentre avec une bougie allumée, les actrices de 30 ans qui sont censées incarner des jeunes filles tout juste sorties de l'adolescence, ces plans sur les dentiers à canines, ces gros plans avec les dents couvertes de sang, qui sont censés nous effrayer et qui provoqueront au mieux pour les nostalgiques un rire attendri. C'est cette Hammer agonisante que Polanski a essayé de rappeler au souvenir de sa splendeur passée 3 ans avant, dès 67 déjà, dans son bal des vampires, où est venu danser d'ailleurs Ferdy Mayne, qui participe à la distribution de ce Vampire Lovers de Roy Ward Baker, film sans envergure ni grâce.